Bonjour à toi, cher spectateur. Les enfants d'absurde. Wouch. Wouch. Ouh, j'avais les ouches là-dedans. Ouch. Wouch. Donc, de retour que tous les deux cette fois. Mathieu est désolé, mais il n'est pas là avec nous ce matin. Voilà. Et hier non plus. Et hier non plus d'ailleurs. Mais voilà. Et on n'a pas eu d'avis sur son retour, on aurait pu lui demander ce qu'il en avait pensé. C'est vrai, on aurait pu lui demander ce qu'il avait pensé du film. Donc, nouvelle absurde séance. Ouais. Autour d'un classique. D'un classique. Oui, d'un classique, on peut le dire. Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 1971. 72 72 en France. 72 en France. Ouais, mais c'est 71. Mais 71, sorti, ouais, de toute façon, c'est ça. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter réellement Orange Mécanique? C'est un petit peu... Allez, en 3 mots. En 3 mots, on va essayer. Ouais. On suit une bande de droguises, donc une jeune bande de dépravés qui sèment la terreur, la violence, le sexe, dans le sens qu'ils vont violer les gens, bref, tout ça. La joie de vivre, quoi. La joie de vivre américaine, en tout cas à l'époque, j'imagine, non? Anglaise, pardon. On est en Angleterre. N'importe quoi. Anglaise, pardon. Et du coup, un jour, lors de un de leurs coups d'état, on va dire, plus ou moins bargé, ces droguises, en tout cas, vont se retourner contre leur chef. Oui. Alex, il va se faire arrêter, il va aller en prison et va après aussi devenir un cobaye pour une expérience plutôt particulière. Qui consiste en 15 jours à transformer quelqu'un de complètement dépravé en quelqu'un de complètement raide comme un piquet et droit dans les, en jeune droit dans les cordes. Tout à fait. Voilà. Donc oui, on l'a dit, chef-d'œuvre, film culte, classique du cinéma, comme les 3/4 de la filmo de Stanley Kubrick. Parce que je crois que, à part peut-être ces 2 premiers films, tous les autres films sont rentrés au panthéon des chefs-d'œuvre du cinéma. Du 7e art. Oui, on en parlait encore à l'école quand on l'a fait, les profs nous en parlaient souvent, très souvent, et beaucoup. Et pourtant, étrangement, d'extraits. On ne montre pas des extraits de tant de films que ça de Kubrick. Moi, je me rappelle pas avoir étudié des extraits de Stanley Pas Kubrick. forcément des extraits, mais il y a toujours des références à. Il y a toujours des références. C'est ça qui est étrange avec Stanley Kubrick, c'est qu'il est rentré tellement dans les mœurs en tellement peu de temps par son côté visionnaire que, en fait, aujourd'hui, c'est presque normal au final de citer du Stanley Kubrick pour certaines personnes. Même dans les cours de cinéma, c'est vrai que quand on nous sort du Kubrick, c'est parce qu'il faut référencer à Kubrick parce qu'il est devenu un modèle du genre. C'est ça. Il est devenu un modèle du genre de film de science-fiction, il est devenu un modèle du genre de reconstitution, du film d'horreur, du trip psychotique, du film de guerre, enfin, de tout quoi. C'est ça qui est dingue quoi. C'est ça, il a sa patte complètement marquée. De toute façon, Stanley Kubrick, vous avez forcément vu un de ses films, c'est... je sais pas, et si ce n'est pas fait, faites-le tout de suite. Non mais on vous dit Shining, on vous dit Full Metal Jacket, on vous dit Docteur Folamour, 2001, voilà. Forcément... Voilà. Donc voilà, hier soir on a été rebaigné avec Orange Mécanique que j'ai réapprécié à voir en salle parce que moi je l'avais vu une fois mais il y a assez longtemps au final parce qu'il y avait 2-3 séquences que j'avais zappées dans ma tête. Et vas-y, donne-nous ton retour. Et mon retour sur ce film-là, voilà, donc j'ai toujours du mal à qualifier un film de chef-d'œuvre, même les films que j'adore. C'est parce que j'ai une objectivité qui est parfois limite à ce niveau-là, donc c'est presque un chef-d'œuvre, mais c'est un grand classique que j'adore, que j'aime beaucoup en tout cas. Tout dès qu'on traite des personnes ou un personnage qui est complètement comment dire, dès qu'on traite d'un personnage qui est torturé, on va dire, à plein de sens, et là à un plus haut point, parce que c'était un film qui était polémique quand il est sorti, et qui est encore un peu polémique aujourd'hui. Et qui résonne même encore aujourd'hui, malheureusement. Et moi j'adore ces personnages-là, et dans ce film-là, il n'a aucun tabou, et il va jusqu'au bout, quoi. Stanley Kubrick a voulu montrer plein de choses, et il le montre subtilement parfois. C'est pas juste... des fois c'est... Même, je dirais pas que c'est forcément crade en fait. Ah non, c'est toujours subtil avec Kubrick. C'est-à-dire qu'il va jamais montrer ce qui pour lui est immontrable. C'est-à-dire que, pour donner un ordre d'idée, à un moment donc il y a une séquence de viol, et Kubrick ne va pas jusqu'à montrer le viol. À un moment, juste avant, on a une séquence où il s'apprête à le faire. C'est ça. Mais ça coupe juste avant. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que Kubrick a tout de même, entre guillemets, il sait jusqu'où il peut pousser l'imagerie violente. Tout à fait. Et puis il joue sur ce côté, tout ce qui est l'arrogance avant le fait en fait. Et ça c'est hyper intéressant. Et puis il y a une mise en scène qui est... donc le personnage du coup est fan de viol, de torture et compagnie. Mais il est fan de Beethoven, de la musique. Ludwig van. Voilà, du coup, et donc il y a un petit rapport avec la musique ici, donc qui est symphonique, donc qui est forcément chant et hors chant en fait dans le film.
Et voilà, la séquence pré-viol, entre guillemets, je l'adore parce qu'elle est limite théâtrale, parce qu'elle est complètement burlesque, elle est complètement loufoque. Et lui chante, là c'est pas du Beethoven, mais il chante. Voilà, il chante cette superbe chanson, et du coup, bah voilà. Donc, moi, ce film, c'est un grand classique, c'est un film que j'ai adoré revoir, que je me dis qu'il faut que j'achète parce que je l'ai pas dans ma bibliothèque, je me dis, il faut vraiment que je l'achète ce film-là. Finalement. Bon, Valentin a beaucoup fait. Mais voilà, donc il faut que je me le procure rapidement. Et puis, même si il y a des gens qui étaient avec nous, qui ne l'avaient pas vu et qui ont eu du mal à rentrer dedans, c'est un trip. Ce film est aussi un trip, encore une fois. Il faut admettre le fait qu'il y ait des gens qui peuvent être comme ça ou qui peuvent penser cette Et c'est façon une de voir. généralité avec Stanley Kubrick. Il faut admettre qu'il y a Exactement. certaines personnes qui ne peuvent pas accepter le cinéma de Kubrick, et c'est normal au final. C'est contrairement à d'autres comme Steven Spielberg où il y a vraiment des gens qui disent je n'arrive pas à rentrer dans l'univers de Spielberg. Là, tu vois, j'ai un petit peu du mal à y croire. Autant l'univers du Kubrick, Tout à c'est un fait. univers qui est vraiment particulier. Parce Enfin, qu'il il a eu cette patte qui était, voilà, on en parle encore, il y en a qui le définissent comme froid. C'est pas une pâte froide, ah, hein, on est d'accord. ouais, c'est un dudu, c'est froid. c'est une pâte brute peut-être plutôt. C'est une pâte brute. Je dirais voilà, une pâte c'est- plutôt brute, voilà. Mais voilà, je trouve pas spécialement de défaut à ce film-là. Il dure quand même 2h15. On sent quand même qu'il dure 2 heures. Mais on n'est pas, je m'ennuie pas. Je me dis pas, j'en ai marre. Il y a toujours, c'est toujours des séquences qui sont bien découpées, qui se suivent. Et il y a toujours un minimum logique. d'action et une logique qu'il y a Une dedans. logique, Voilà. une logique narrative. Le film complètement avance dingue. toujours et il arrive à une fin qui se boucle un petit peu, comme tu disais hier soir au début du film au final. C'est une boucle narrative, c'est narrative. littéralement un parcours entre guillemets initiatique inversé à la fin du long métrage. Enfin, c'est exactement ça quoi. Le film se découpe entre guillemets en 3 actes. Un premier acte qui est exposition, un deuxième acte qui est, on va dire, comment on pourrait appeler ça, vraiment le remède entre guillemets. La phase d'essai, la guérison. La guérison. Et il y a une troisième phase qui est conclusion et en même temps qui est presque réinitiation à la société. Mais ouais, non mais c'est vraiment intéressant. Donc non, j'ai pas trop à en dire dessus parce que pour moi c'est un bon film. Autant la remise en scène, on en reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, mon avis est là. C'est un bon film, très bon film. Un très très grand film. Toi, Non, Val, du coup. non, mais c'est vrai qu'il est, il est dingue. Mais moi j'essaie toujours de prendre un peu de recul parce que j'en ai aucun avec Stanley Kubrick. Kubrick, comme beaucoup de cinéphiles qui travaillent sur Internet ou comme beaucoup de critiques de cinéma, c'est un mec qui nous a fait tous aimer le cinéma, quoi. Enfin, plus que ça. C'est pas un mec qui simplement nous a fait aimer le cinéma, c'est un mec qui nous fait comprendre que le cinéma, il a des codes et que le cinéma, c'est au-delà de simplement raconter une histoire. Ça peut être aussi raconter une histoire au travers des codes de, Et c'est un des grands qui détourne ses codes d'ailleurs. c'est un des grands qui détourne ses codes. C'est Ouais. vrai que la plupart de ses films, étrangement, c'est des films qui détournent les codes des gens. Enfin, Spartacus, même s'il n'a pas pu écrire le scénario, il a tout de même essayé de revoir les codes du péplum. Tu regardes Lolita, c'est un film qui est ultra pervers, qui est vicieux. Tu regardes 2001, c'est un film qui a réinventé la SF. Après 2001, les films de SF n'ont pas du tout été la même chose. S'il n'y avait pas eu 2001, il n'y aurait jamais eu Star Wars, il n'y aurait jamais eu Star Trek. Enfin, il n'y aurait jamais La eu de trucs science-fiction comme n'a ça. pas le même visage aujourd'hui. Full Metal Jacket, ça a été une révolution dans le genre du film de guerre parce qu'on a eu le Voyage au bout de l'enfer juste avant, il y avait Apocalypse Now aussi, mais étrangement Full Metal Jacket était encore l'étape supérieure, c'était l'étape qui était ultra hardcore parce que ça montrait la formation et l'endoctrinement des soldats et ensuite ça nous montrait l'impact que ça a eu sur la guerre et ce que ça a eu sur ces têtes pensantes. Shining a été, voilà, C'est mon préféré. et l'un des meilleurs films d'horreur d'histoire de l'humanité, bordel, enfin... Et pareil, on est encore sur une psychologie totalement torturée. C'est dans ça. le temps. Et Barry Lyndon et sa grande épopée en costume, révolutionnaire en plus techniquement, puisque ça a permis quand même de mettre en place des optiques qui étaient capables de filmer à la lumière d'une bougie. Et rien que pour ça, on a envie de lui dire merci, parce que J'avoue. sans ça, on C'est n'aurait vrai. jamais eu des Sony A7S ou des trucs comme ça qui peuvent filmer de nuit. Mais non. Mais là, avec Orange Mécanique, il fout une claque monstrueuse du début à la fin. C'est graphiquement une œuvre totalement aboutie. C'est narrativement immersif à un degré complètement fou. Ça a une technique de dingue. C'est un acteur central juste magnifique. Enfin, tout est réussi dans Orange Mécanique. Moi, je ne vois pas le moindre défaut possible à ce long métrage. On peut ne pas aimer le trip, on peut ne pas aimer le personnage, on peut trouver que les retournements sont un peu surfaits. On peut pas remettre en cause le fait que ce film est un classique. Mais Ouais. on ne peut ne pas comprendre l'intérêt du film, mais on ne peut pas ne pas comprendre qu'il est mal fait, qu'il est bien fait. On ne peut pas dire il est mal fait ce film-là. Ah bah non, complètement. Ça- Il suffit de voir l'intro pour se dire ça ne peut pas être mal fait. Ouais. Parce que ce travelling arrière, tu le redisais tout à l'heure, ce travelling il est arrière ouf, qui il est part ouf. du personnage, il est Je juste sais pas, parfait. sur 50 mètres toi, je Quasiment. un non, peu mais- marseillais, mais 20-30 mètres, quoi, c'est dingue, quoi.
tu défonces tout le bar allé du coup. C'est non, c'est énorme quoi. Bah, on peut vaguement. Encore une fois, tout ce qu'on va dire, malheureusement, on pense que ça a déjà été dit, redit, oui, et redit. redit là. Mais on a envie de le dire nous parce que notre avis il est intéressant, merde. Hein, voilà. Donc, scénario écrit par Stanley Kubrick d'après un roman de Anthony Burgess. Oui. Que j'ai appris qui était basé sur une expérience autobiographique. C'est ça, donc du coup dans le film, à un moment il y a une séquence où les droguises violent la femme d'un écrivain. Et ça raconte cette... Non, c'est inspiré de cette histoire-là. Visiblement, Anthony Burgess a vraiment eu sa femme qui s'est fait violer par un groupe par un groupe de droguises, mais non, un mais groupe de dépravés, de fous furieux. Ça s'appelle comme ça. Dépravés. Voilà, de fous furieux. Et c'est parti adapté de cette nouvelle. Et donc Stanley Kubrick signe le scénario de son film. Ouais, alors c'est une des rares fois où il signe le scénario seul, parce que généralement il se fait souvent accompagner par un co-scénariste ou par des acolytes. Et là il signe vraiment le scénario tout seul et ça se ressent qu'il a mis beaucoup de sa personne dedans. Et moi je reste toujours sur le fait quand même que je trouve que c'est très psychanalytique, un auteur qui écrit sur les gens qui ont violé sa femme mais qui laisse cette personne-là s'en sortir à la fin. Ouais, non, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas lu le bouquin, est-ce que ça finit vraiment pareil? Je sais pas du tout. Mais si c'est dans cette veine-là, oui, c'est un peu... C'est très psychanalytique. C'est un peu psychanalytique, j'avoue. Donc oui... Mais le scénario est ultra profond, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement vouloir montrer l'extrême violence d'un jeune garçon qui est dans une société qui le pousse à faire cela, le film veut vraiment montrer que la déviance de cette société est amenée par les personnes qui veulent la guérir. C'est ça. Et donc au final, c'est ça qui est super intéressant. Donc on peut ne pas comprendre vraiment le propos final du film, parce qu'à la fin, c'est assez perturbant quand même de voir que, étrangement, le personnage d'Alex considère qu'il est guéri à partir du moment où il redevient lui-même. C'est ça. Ce qui en soi est une forme de folie réaliste, puisque le mec est compréhensif qu'il est fou, et en même temps il accepte ça complètement et il dit qu'il est à nouveau guéri. Et c'est possible que certaines personnes n'acceptent pas du tout. Il y a un seul moment où en fait on est vraiment... Un des seuls personnages, le personnage du curé qui rencontre dans la prison, oui, là, qui lui fait aimer la Bible et aimer Dieu entre guillemets, et qui dit à un moment, moi cette phrase ça me marque à chaque fois, c'est être humain c'est avoir le choix. Oui, voilà. Et il n'a pas le choix. Voilà, et il va pas le choix parce qu'entre guillemets il va se faire on lui fait un lavage de cerveau purement dur. Donc il n'existe pas vraiment comme ça. J'ai regardé, je me suis quand même renseigné, je me suis dit putain, est-ce que ça se faisait comme ça en fait? Et non, pas. C'est pas totalement comme ça. Non. Si, ils se font quand même pas fou parce qu'il lui injecte. Il lui injecte un sérum et puis en plus ils lui font. Oh, par contre, visiblement. Qui lui donne la nausée. Ce qui est impressionnant, c'est que Malcolm McDowell a vraiment voulu se faire mettre les pinces en fait et ça. Il s'est blessé sur le tournage. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est impressionnant, mais en tout cas, les pinces. Moi, ça me fout toujours des frissons, mais c'est peut-être le côté. Je sais pas, je trouve ça malsain. Est-ce que c'est stérilisé, monsieur, ces petites pinces là? Et puis comment ils lui mettent, c'est un peu en mode barbare quoi. Donc voilà, ils lui injectent un syndrome qui lui donne la nausée et ils lui mettent face à des choses qu'il a fait, donc des extraits de viol, des extraits de violence, des extraits de... Mais malheureusement... De nazis. Ma séquence préférée dans le film, il y a eu des nazis, mais j'étais heureux. Mais sur du Ludwig van Beethoven, donc forcément ça joue un peu sur l'histoire du film aussi. Et au final, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as en plus cette parabole puisque le personnage se retrouve à détester quelque chose qui le rendait humain. C'est ça. C'est-à-dire la musique, c'était son seul, on va dire, rempart avec l'humanité. Avec le sexe dans un sens, parce que c'est ce qui le fait sociabiliser. C'est vrai que la seule séquence où on le voit vraiment être dans un état d'être humain social, c'est quand il va draguer deux filles qui vont les ramener chez lui et qu'ils vont coucher pendant... Qui vont forniquer beaucoup de fois. Vu que c'est en timelapse, je dirais pendant à peu près 1h30, voilà, on va dire. Mais j'adore, il les déshabille à chaque fois qu'il part une, c'est pour cette séquence. Donc je reviens, voilà, c'est le fait que l'humain a le choix, et c'est ça qui le rend humain, et c'est ça qui fait que ses choix sont importants, et de ce qu'il veut devenir. Et en fait, tout le long du film, on va lui couper ses choix, et à la fin, il va se retrouver face à toutes ses victimes en fait, qu'il a pu heurter au début. Et en fait, le film est vraiment en fait découpé, comme tu disais, en 3 parties. Et plus un petit épilogue. Et du coup, les 3 parties sont assez différentes au final, je trouve, moi. Complètement. Et c'est ça qui fait le charme du film. C'est vrai que même graphiquement, il a voulu travailler son film pour que les 3 parties aient vraiment des caractères qui soient uniques. C'est-à-dire que quand tu regardes les 3 parties à part, c'est presque regarder 3 films différents. Un peu ça. Et qui sont liés par cette voix narrative qui est donc le personnage principal. D'Alex qui narre le film de manière très, très agréable. Ouais, non, ça passe très bien. Et c'est pas lourdingue, c'est-à-dire que c'est vraiment là pour ramener un petit peu d'humanité au final à un personnage qui devrait ne pas en avoir quoi. Des fois c'est pour faire des ellipses, donc du coup c'est une technique cinématographique qui marche très bien, et des fois c'est pour rajouter un détail sur ce qu'on peut voir,
et pour qu'on soit dans sa vision en fait, parce qu'on est quand même de la vision d'Alex la plupart du film quoi. Donc du coup. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire de tuer une femme avec un pénis géant. Est-ce que c'est un symbole psychanalytique? Homicide involontaire. S'il y a des fans de Freud, marquez dans les commentaires parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait niveau Freud. C'est une non-acceptation de la mère, c'est on la tue avec nos attributs génitaux, on a besoin d'imposer son statut de mal alpha, je sais pas. Quand j'ai revu cette séquence, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu une vente aux enchères de cet objet? Ah oui, j'ai pensé à ça. Non mais il y a vraiment eu une vente aux enchères de cet objet. Et puis... D'accord. Bon, bah celui qui l'a, c'est grandiose. Mise en scène, bah... Kubrick génie, Kubrick visionnaire, Kubrick inventif toutes les 2 secondes, Kubrick qui révolutionne la manière de mettre en scène un long métrage, Kubrick qui crée un univers de fou, je sais pas quoi dire. Non, il retranscrit encore plus dans celui-là toute la folie qui émerge de ces personnages et la folie parce qu'il utilise tellement de plans différents, mais qui marchent à chaque fois quoi. Aucun chant contre chant n'est fait de la même façon. Et puis c'est ça qui est dingue. Et essaye de trouver un vrai chant. Non, par contre, il n'y en a pas des vrais. C'est pour ça que je dis qu'il détourne les codes. Tu vois, c'est face cam. Tu n'as quasiment aucun chant contre chant dans ce film. Il y a beaucoup de plans subjectifs à la place d'Alex, surtout dans la scène de l'hôpital et même à 2-3 autres scènes. Et sinon, c'est surtout des scènes où on voit tout le temps Alex avec le personnage. C'est rarement où on voit Alex seul. Et quand on voit Alex seul, c'est fait exprès. Donc voilà, c'est pas des vrais chants contre chants, mais en tout cas, ce travail de dialogue et de renversement de caméra, il est réinventé. Il n'y a jamais le même quoi. Même des fois, tu es surpris de dire attends, il n'a pas fait ça, non, il n'a pas fait, mais ça marche pas. Bah non, mais ça prouve bien que Stanley Kubrick est un mec qui avait compris le cinéma à un degré mais stratosphérique quoi. Il y a du cinéma japonais, il y a du cinéma anglais, il y a du cinéma américain, il y a même du cinéma français. Enfin, c'est fou quoi. Tu peux y voir des attraits de la nouvelle vague à certains moments dans le film. Moi, je pense à la narration qui me fait très clairement penser aux 400 coups. Oui, c'est vrai. C'est clairement ça. Enfin, il y a en plus, un paquet de références. Et on est dans les début des années 70, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est quand le film est sorti, voilà, on est en début 70, il n'y avait pas non plus beaucoup de réalisateurs qui se permettaient autant de choses, autant de liberté, je pense. C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très très peu de cinéastes qui arrivent aussi bien à utiliser les codes du cinéma et à les transgresser, on va dire, dans un sens. Parce que c'est vraiment ce que faisait Kubrick, il les transgressait pour mieux les révolutionner. Je me pose la question aujourd'hui, s'il était encore là aujourd'hui, comment il ferait son cinéma? Alors déjà, je pense qu'il pèterait un cap sur Michael Bay. Je pense qu'il lui foutrait 2-3 coups de latte parce que autant à l'époque où est sorti Eyes Wide Shut, Michael Bay s'apprêtait à sortir Pearl Harbor. Donc Michael Bay avait que 2-3 films à son actif. Il avait The Rock, il avait Bad Boys et c'est tout, je crois. D'accord. Et donc voilà, donc je pense. Mais s'il était aujourd'hui, je pense qu'il foutrait 2-3 coups de latte à Michael Bay. Et Michael Bay ne s'en enlèverait pas, je pense. Je pense qu'il voudrait bosser avec Inari tout peut-être. Ouais, tu penses? Je sais pas, ouais. Moi je dirais qu'il aurait rejoint la clique des Mexicains. C'est bien possible qu'il aurait rejoint la clique des Mexicains pour bosser avec eux. Ouais. J'aurais bien vu producteur sur Crimson Peak. Bon voilà, bah ouais, mise en scène, moi j'ai rien d'autre à dire. Non, moi non plus. Acteur. On passe au cast. L'acteur Michael McDowell, voilà, grand Michael McDowell, qui avait donc 24 ans à l'époque et qui interprétait un personnage de 14 ans. Ouais. C'est. Enfin, moi je me. C'est vrai qu'étrangement, ils le disent jamais. À aucun moment ils disent l'âge qu'il a. Donc, dans un sens, ça doit être juste marqué sur la note de synopsis, une note d'intention que c'est marqué. Parce que ça gêne pas au film, mais pour moi, dans un sens, moi j'avais plutôt vu. J'avais plutôt vu comme un jeune de 18 ans, moi, au final. Ouais, parce qu'on nous sort qu'il va encore à l'école. Donc moi, je me dis, il a 18 ans, il est encore au lycée. Ouais, mais tu peux dire qu'il est étudiant ou un truc comme ça. Mais ça passe, quoi. Enfin, quand je l'ai vu la première fois, je me dis... 14 ans, moi j'ai du mal à me dire... non, à 14 ans, ils auraient cassé quelqu'un de beaucoup plus jeune. Mais, non, puis même à 14 ans, je pense que... Bon, après, je connais pas forcément les lois, mais quand tu vas en prison ou quand tu suis des... Ouais, mais en sachant qu'en supposant qu'on est dans le futur, on est supposant qu'on est dans le futur, c'est l'anticipation, c'est vrai. Voilà, c'est assez différent. Mais oui, en soi... Mais ça gêne pas à la dramaturgie du film, quoi. Non, ça gêne pas du tout. Et puis au-delà de ça, voilà, il est entouré de très très bons acteurs. Il y a Patrick McGee qui joue donc l'écrivain. Est-ce que tu veux bien me sortir quelques noms? Il n'y a pas grand chose au casting, je t'avouerai. Steven Berkoff qui joue le commissaire. Je crois que c'est celui qui. C'est pas celui-là qui. Ah bah oui, le commissaire. C'est ça, c'est le commissaire. Le nazi. Oui, qui au début on croit à Hitler, avant qu'il ait. C'est un nazi. Il a une pile. Et puis Hugo qui me sortait qu'il avait des faux airs de Manuel Valls. David Prowse qui joue Julian, c'est un de ses comparses, ça au début, non? C'est bien possible. C'est pas le. Attends. C'est pas celui qui est costaud là? Ah oui, mais non, mais oui, c'est Dark Vador! Ah non, c'est Dark Vador! Ah, bah oui, c'est Dark Vador, David Prowse! Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dark Vador dans ce film, c'est important de le préciser. Un bodybuilder en fin de séquence qui remplace la femme de l'écrivain
Et bah c'est Dark Vador en fait, si vous voulez un repère. Donc Dark Vador il prend cher dans ce film. Pardon, parce pour les que fans de Star Wars, je il est pense en, que quand je dis non, il est en ils mini vont dire. slip, il est avec des trucs moulax, enfin voilà, c'est rigolo. C'est très. Oui, donc bah, il a. Mais en soi, le casting est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai qu'à part Malcolm McDowell, la plupart des acteurs de ce film n'ont pas réussi à. Et Patrick McGee, quand même. C'est vrai que Patrick McGee, il faut quand même le mettre à part. Mais à part ces deux acteurs-là, étrangement, la plupart du casting a eu du mal à se faire une vraie place par la suite dans la production audiovisuelle Parce anglaise qu'ils et sont. internationale. Dans le film, il y a beaucoup de personnages. Il y a quand même pas mal de personnages, mais ils sont là qu'une petite partie du temps en fait. Ils sont vraiment là sur 2-3 séquences. Ils vont être présents. Mais on va vite passer à autre chose parce qu'il C'est ça. va. C'est vrai que c'est juste des personnages qui jalonnent le parcours d'Alex. Par contre, un point que j'ai remarqué, et je trouve que c'est important de le préciser, celui qui joue le père de Alex, c'est un des acteurs fétiches de Stanley Kubrick, en sachant qu'il n'en avait quasiment aucun. Ah ouais. Parce que tous ses films, ils changeaient quasiment toujours d'acteur central. Mais en fait, celui qui joue le père, on le voit régulièrement. Ah ouais. Je crois qu'il joue dans Orange Mécanique, dans Barry Lyndon et dans Shining. Dans Shining, il joue l'ancien gardien. Qui s'est fait sauter le caisson et qui a tué ses deux filles. Et dans Barry Lyndon, je sais plus qui est-ce qui joue. Je crois qu'il joue un des mecs qui est là lors du duel en fin de film, je crois. Mais en soi, voilà. Enfin, je trouve c'est rare qu'en fait un auteur comme Kubrick ait voulu autant se séparer à chaque fois de ses acteurs. En fait, il a toujours voulu changer. Il a jamais repris les mêmes acteurs dans ses films, quoi. Il a toujours essayé de varier son casting. Bah, il a envie d'être éclectique à ce niveau-là. Quand tu vois qu'il mettait quasiment des fois 10 ans à sortir un film, t'as envie de dire, voilà, il prenait son temps. Ça valait le coup de toute façon. C'est ça, ça vaut toujours le coup. Et puis même quand tu regardais hier, quand je l'ai revu, du coup, quand je voyais Malcolm là, dans la première séquence, il est complètement fou. Comme ça, je me suis dit, pour moi, dans The Dark Knight, le Joker il s'en inspirait, c'est obligé. C'est possible. C'est complètement possible qu'il s'en soit inspiré. La séquence, on revient encore au travelling, le premier travelling du premier plan du film où il y a ce regard avec la caméra recule. Moi ça me fait penser à ce plan de prison où t'as le Joker, tu sais, avant d'applaudir là. Ouais, c'est ça. Qui regarde et je suis sûr que niveau dans le côté anarchie, il s'en est inspiré. Ah oui, Fletcher a dû complètement s'inspirer de Malcolm McDowell. Je pense. C'est obligatoire. Hier ça m'a sauté aux yeux. Ouais. Quand j'ai revu les extraits, je me suis dit putain en fait ils sont trop inspirés de ça, c'est pas possible. Donc voilà, ça a inspiré des générations et ça inspire encore de nombreux cinéastes. Donc voilà, on ne le redira jamais assez, mais Orange Mécanique est un classique. Un classique. Un très grand film. Un très grand film, il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Et vous intéresser à Stanley Kubrick si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que c'est con, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à dire que Kubrick c'est obligatoire, mais pas forcément à dire que Kubrick il faut le regarder. Ah bah il fait partie pour moi du top 10 des plus grands réalisateurs, hein, Kubrick. Ouais, c'est vrai. Du top 10, oui. Moi je mets dans un top 3 carrément. Un top 3. C'est vrai, ouais. Moi on fera un top un jour. Là. Non mais voilà, il est dans un des plus grands... Voilà, c'est un des plus grands auteurs et voilà, c'était encore bien de le découvrir en salle de cinéma, parce que c'est toujours bien de découvrir les films en salle de cinéma. Tout à fait. Bon bah voilà, rien de plus à dire. Non. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour El Narco. Oui, alors là, moi j'attends celui-là parce qu'il film sur le cartel mexicain. Mais qui a l'air bien trash parce que la bande-annonce qu'on a vue hier soir, il y a vraiment beaucoup de morts. Hein. Il y a beaucoup de morts, il y a du sexe, il y a des mains tranchées à la tronçonneuse. Non, ça va être donc ça, c'est donc début décembre. C'est tout début décembre, ça sera le 4 décembre. Le 4 décembre. Donc le 4, si vous êtes sur Nantes, n'hésitez pas. Voilà, pour El Narco. Et puis d'ici là, qu'est-ce qu'on va leur dire? D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Toujours. Et puis tout simplement, on va finir avec le cri de l'absurde séance. Allez. Whoosh!